dès le début, je voulais en fait que le modèle économique différencie la newsletter. Donc en gros, t'as plusieurs façons de différencier une newsletter. C'est le ton, c'est le format. Et moi, je me suis dit, en fait, pourquoi pas aller encore plus loin et tenter d'être différencié avec le modèle économique. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Johan Lopez de la newsletter Snowball. Bonjour Johan. Salut tout le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation, Johan. Alors, on a pas mal parlé de newsletter à ce micro, puisque c'est un des médiums qui est un peu en vogue. J'ai eu l'occasion de parler de newsletter payantes, de newsletter gratuites, de sponsoring. Vous retrouverez dans l'historique de Mediarama tous ces épisodes. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce que donc Snowball est une newsletter qui a au départ été gratuite, on va revenir, puis payante, avec une méthode assez originale, je trouve, d'animation de communauté. Mais peut-être avant, pour ceux qui ne connaissent pas Snowball, peut-être une petite présentation en quelques mots que je vais faire. Puis après, toi, tu auras l'occasion peut-être évidemment de bien l'expliquer. Mais en une phrase, Snowball, c'est la newsletter qui permet d'expliquer les finances personnelles différemment. Voilà, je pense que on peut le dire que si on devait le résumer un petit peu comme ça, et différemment de par ton ton, et puis par aussi tous les sujets que tu peux évoquer. Il y a tout un écosystème sur Snowball, newsletter, un site internet, cette communauté, une application, etc. Et donc je voulais un peu creuser aujourd'hui tout ça pour comprendre un peu ce que tu as appris, des conseils que tu pourrais donner à des journalistes ou toute personne qui voudrait se lancer dans les newsletters payantes, donc vraiment tes apprentissages, mais aussi des groupes qui veulent un peu comprendre comment fonctionne, comment on peut être rentable en à peine un an en lançant une newsletter tout seul. Alors je vais dire dans son garage pour un peu forcer le trait, mais presque, puisque c'était un side project à la base. Que tu as lancé juste avant la pandémie. Est-ce que c'est assez bien résumé? Est-ce que tu veux compléter ça avant qu'on passe vraiment à la fiche d'identité de Non, Snowball? c'est très bien résumé, écoute, parfait. Super. Donc la fiche d'identité, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, donc ça a été lancé, je disais avant le début de la pandémie, donc mars 2020 ou même février 2020? Alors, le premier article, c'était en mars 2020. Ouais. Donc, j'avais créé la structure. J'avais créé snowball.substack.com. Mais le premier article, c'est mars 2020. Et je suis passé en payant 2 mois après, fin avril. D'accord, donc très rapidement. Ouais. Donc, c'était le premier numéro. C'était un side project à l'époque. Donc, tu étais en poste. T'étais pas journaliste à la base. Hein, non. On peut le rappeler. Je crois que tu as plutôt un profil dans le marketing et la finance. Plutôt économie, marketing. Ouais. Enfin, j'ai fait des études d'économie et j'ai appris le marketing sur le tas, quoi. D'accord. Ouais, passé par des startups. Exactement. Chez Comet. Comet et WeThings, juste avant. Notamment des belles startups françaises. Où effectivement, tu as pu apprendre aussi justement un peu sur la relation client, les bonnes ficelles, etc. Combien il y a d'abonnés après 1 an et demi maintenant d'existence? Alors, on peut peut-être distinguer abonnés gratuits et abonnés payants. Alors, en totalité, là, on approche les 16 000. Ouais, on est à 15 800 et quelques, là, je crois. Et dont 2700 qui payent. Donc voilà, ça fait un ratio, je sais pas exactement, mais qui est plutôt pas mal parce qu'en général, sur les newsletters, en général payantes, on dit que c'est 10-15%. En général, on dit entre 5 et 10, et au-dessus de 10, c'est pas mal, quoi. Donc voilà. Donc toi, t'es largement au-dessus de ça. Ouais, un peu, ouais.
Je suis nul en maths, donc Comment on peut être faire une... Ouais, mais après, justement, ça peut être un truc bien. C'est comment, justement, tu le poses dans des Google Sheets, etc. Exactement. T'es pas obligé d'avoir la mémoire. Donc, plutôt une belle réussite et assez rapide. Qui pour bien comprendre un peu et aussi poser un peu cette fiche d'identité, c'est un lecteur type de Snowball. Est-ce que ça s'adresse qu'aux jeunes, même si ça veut pas dire grand-chose? Alors, j'essaye vu que je suis tout seul, j'essaye comment dire, de ratisser large, donc de pas être que pour les débutants ou que pour les experts. Donc, j'essaye de varier les types de sujets. Mais on va dire qu'aujourd'hui, la majorité des abonnés, c'est plutôt des 25-35 ans, qui commencent à un peu gagner leur vie, qui ont envie de prendre soin de leurs finances. Et naturellement, de par mon réseau initial, c'est plutôt des urbains, parce que du coup, mon réseau au début, c'était plutôt univers startup, plutôt Paris. Donc, au début, ça s'est concentré, du coup, autour de Paris, mais petit à petit, justement, ça touche de plus en plus de personnes, quoi. Justement, petit effet boule de neige. Et donc là, j'essaye d'aller un peu plus loin, tu vois, d'aller toucher des étudiants. Et à terme, j'essaierai de segmenter un peu plus les types de contenus pour du coup... J'allais dire, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on peut imaginer que tu as ta communauté de départ qui te suit et qui apprend à tes côtés. Ouais. Mais quelqu'un qui arriverait dans la boucle 1 an plus tard, il a loupé des épisodes, il a loupé des choses un peu structurantes. Ça, c'est là où ça devient un peu plus complexe et du coup, où justement, il faut commencer à structurer le contenu d'une façon un peu différente. Parce que bon, après, je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps et ça fonctionnerait parce qu'il y a une bonne partie du contenu qui est liée à l'actualité. Donc, c'est pas, tu vois, une masterclass sur... Oui, ce qui n'empêcherait pas, peut-être on parlera dans la diversification de masterclass, mais toi, c'est quand même, t'as quand même un truc lié à l'actualité, ou les NFT, ou dès qu'il peut y avoir un truc un peu qui sort, t'essayes de l'expliquer et voir les opportunités qu'il peut y avoir dessus. Mais effectivement, ça, on y reviendra sur le côté un peu... quand t'as une audience effectivement qui commence à être un petit peu plus large, qui a pas forcément les mêmes niveaux un peu sur l'apprentissage. Et pourquoi la newsletter alors, puisque donc t'es journaliste, t'étais pas rédacteur, alors tu rédigeais peut-être un petit peu dans le cadre de tes activités marketing, mais pourquoi la newsletter il y a 1 an et demi? Alors il y a plusieurs choses. Je pense que le premier c'est personnel, c'est le médium écrit, c'est un peu mon favori quoi. Ensuite je pense, alors c'est une croyance un peu personnelle, mais je pense qu'il est assez vrai, c'est que vu que l'objectif principal du contenu c'était d'être très pédagogique, de vulgariser certaines choses, je trouvais que l'écrit permettait de transmettre un peu plus facilement et avec plus de nuances certaines choses. Et qui permettait donc au lecteur d'apprendre plus facilement que la vidéo. Bon, tu vas regarder une vidéo, mais souvent tu fais plusieurs trucs en même temps, ou t'écoutes en x2, et du coup, alors que le contenu, tu le lis, et donc ça, c'était la première chose. Et aussi, je trouve que le contenu écrit, c'est plus facile à scanner. Tu vois, tu peux sauter de la première partie à la deuxième partie, alors qu'une vidéo, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, de scanner le contenu. Ouais, c'est plus linéaire. Ou l'audio, c'est beaucoup plus linéaire. Ouais. Et donc je voulais créer quelque chose de à la fois très pédagogique, qui pouvait être scannable, je sais même pas si ça se dit, mais en tout cas on comprend ce que ça veut dire. Mais donc voilà, c'était un peu ça les hypothèses que j'avais au départ. Et surtout aussi la dernière chose, c'est la facilité d'itération. Tu vois, quand tu fais de la vidéo, c'est quand même beaucoup plus lourd en termes de production. Voilà, c'est ça. Il y a un côté un peu low cost dans la newsletter, mais exactement. Noble en tout cas, où t'as pas besoin de mettre beaucoup de moyens pour produire un contenu de qualité. C'est ça, ouais. Donc c'était un peu un mix de tout ça. Et finalement, pour moi, la dernière chose, c'est peut-être le fait de posséder l'email de quelqu'un, ça a quand même énormément de valeur par rapport pour moi, et je pense que c'est assez vrai pour beaucoup de marketeurs. Et dans les médias aussi. Hein, c'est quand même une super clé d'entrée pour parler, pour engager la conversation. Plus qu'un abonnement à une chaîne YouTube ou un compte TikTok ou autre, quoi. Donc voilà, c'était un peu un mix de tout ça qui m'a fait dire que la newsletter est un bon format. Top. Et on reviendra sur vraiment un peu la techno, hein, puis puisque t'es de la team Substack. On y reviendra. Juste pour vraiment pour vraiment faire le tour un peu de cette fiche d'identité, c'est quelle fréquence de parution et qu'est-ce qu'on a entre le gratuit et l'abonné avant qu'on passe au modèle économique?
Parce que t'es tout seul, hein. Je rappelle, encore aujourd'hui, après 1 an et demi, et malgré ces beaux chiffres sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure, tu restes tout seul, tu fais tout seul. Ouais, j'ai juste une personne qui m'aide sur la relecture, enfin pas la relecture, la correction des fautes d'orthographe. Exactement, ouais, c'est juste ça, parce que je suis pas le meilleur une sur relecture, ce sujet. C'est toujours important. Alors du coup, sur la fréquence, en gratuit, on a 2 newsletters par mois. Donc en général, c'est le 1er et le 15. J'essaye de garder ce rythme. Et après, sur les abonnés payants, alors il y a plusieurs choses, mais du coup, tous les jours, il y a une sorte de mini newsletter sur WhatsApp. Donc la personne va recevoir les news de la journée, les grosses news en tout cas qui pourraient être intéressantes en mode revue de presse. Ouais, c'est ça, c'est revue de presse. C'est du contenu, du snacking content quoi. Et ensuite, il y a une newsletter toutes les semaines le dimanche soir. Qui est la grosse newsletter. Voilà, exactement. Donc là, c'est aller creuser des sujets en profondeur, des analyses, etc. Et de temps en temps, il y a un peu des éditions spéciales. Donc je vais sortir des guides, une sorte de guide très en mode tuto presque pour lancer peut-être des side business ou comment j'ai acheté un immeuble de rapport avec des amis. Enfin voilà, j'essaye de faire des choses très actionnables. Donc c'est à peu près ça sur le contenu que j'oublie pas. S'il y a des résumés de livres de temps en temps, parce que je sais que les gens ne vont pas forcément prendre le temps d'aller lire, je sais pas moi, il y a Smith. Il y a beaucoup de littérature en tout cas. Ouais. Et puis alors oui, sur des classiques. Des classiques, voilà, d'économistes. Tu vas pas forcément prendre le temps, même s'ils sont très intéressants. Donc j'essaye de mâcher le travail. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça le contenu. Et évidemment, il y a tout ce qu'il y a autour, dont on parlera après sur la diversification, mais tu ne te contentes pas de produire du contenu pour tes abonnés. Il y a beaucoup de choses et on y reviendra après, donc on aura le temps vraiment de revenir dessus. Et donc donc ça te fait quand même une belle production. Et juste pour bien comprendre, la newsletter gratuite n'est pas un produit d'appel. Pour les payants. Elle peut vivre toute seule. Elle peut vivre toute seule, on n'est pas frustré, c'est pas des sujets qui sont juste survolés en disant voilà en mode Non, au contraire même, c'est ça qui est en fait c'est un peu souvent quand on parle avec des spécialistes newsletter, beaucoup vont dire que en fait il faudrait presque que le contenu gratuit soit mieux que le contenu payant, dans le sens où du coup c'est comme ça que tu vas faire de l'acquisition. Donc il faut vraiment que le contenu soit de grande qualité, même sur la partie payante. Alors je dis pas que moi mon contenu est mieux, enfin c'est ce qu'ils disent, mais c'est en mode un peu extrême, mais voilà, moi c'est et ce que j'aime bien aussi sur le contenu gratuit, c'est qu'en fait il faut voir ce contenu souvent un peu comme du contenu qu'on appelle un peu evergreen, tu vois, qui vrai un jour sera vrai toujours quoi. C'est pour ça que moi souvent j'explique qu'est-ce que c'est la crypto, donc ça tu vois le champagne par exemple. Cet été il y a eu un sujet sur le champagne, voilà, c'est ça, c'est des choses que si tu le lis dans 10 ans ça restera vrai quoi, alors que les sujets pour les abonnés payants du coup premium c'est souvent c'est plus lié à l'actualité, parce qu'il faut éviter en fait que quand l'abonné premium s'abonne, il faut éviter le côté je vais aller piocher dans la librairie et je prends tout ce que j'ai à prendre et je m'en vais. Et je me désabonne. Voilà, c'est ça. Il faut que chaque semaine il y ait un sujet qui l'intéresse. Exactement. C'est d'accord. ça. Donc ça, t'as pensé à ça assez vite pour faire l'effet effectivement d'aubaine où je m'abonne, je télécharge toutes les archives, qui serait une espèce d'evergreen premium. Oui, c'est ça. Et puis derrière, salut, au revoir. Alors rien n'empêche de mixer un peu tout ça. Hein. Tu peux avoir l'evergreen dans le côté premium, mais en général, c'est un peu comme ça qu'on segmente le contenu en termes de newsletter. Ouais. Très clair. Donc le modèle économique, on l'a dit, c'est payant. Alors juste avant qu'on parle de ça, donc t'es quand même passé sur du payant. Tu dis 2 mois après le lancement. Tu l'avais forcément un peu en tête. Alors je sais que tu l'avais bien documenté et que t'es très bon pour ça d'ailleurs. Bravo. Pour embarquer un peu la communauté, tu as fait des sondages. J'ai vu cet article que tu avais fait, je sais plus si c'était sur ton site ou où t'expliquais vraiment sur le choix du prix. Tu avais quand même ça en tête au départ, ou c'est pur effet d'aubaine en disant c'est dingue, il y a un truc à faire, etc. Ouais, après forcément tu l'as au coin dans un coin de ton cerveau. Tu sais que ça existe et que ça peut marcher, et si la sauce elle prend, etc. C'est ça, c'était plus c'était pas l'objectif principal quand j'ai lancé. Je me suis dit bon, c'est cool, j'aime bien faire ça, je vais lancer la newsletter, mais c'était pas l'objectif, c'était pas je veux que ça devienne mon business principal. Mais du coup, dès qu'il y a eu des premiers bons retours et que je voyais qu'il y avait vraiment de la valeur ajoutée pour les lecteurs, je me suis dit bon, je pourrais peut-être aller encore plus loin et apporter encore plus de valeur, et du coup là faire payer et voir si ça fonctionne.
Donc ça a été plutôt les bons retours des lecteurs qui m'a fait penser, pardon. Ah tiens, là il y a un truc, on peut aller plus loin, quoi. Ouais. Et, donc d'où la version premium 2 mois après. Ouais. Et donc premium, 6 € par mois, 50 60 par an, ouais. Ce qui fait baisser effectivement Ouais, à 5 €, un peu plus de 2000 abonnements. Et donc pas d'annonceur, pas de sponsoring, pas de pub. Ça, c'est aussi quelque chose qui pour toi est important que tu annonces. Tu vides ta communauté et il n'y a pas d'annonceur. Pourtant, j'imagine que tu dois être pas mal sollicité. Bah, en fait, non, pas tellement, parce que je pense que les annonceurs, ils voient clairement que c'est une newsletter payante, et du coup, j'en ai eu quelques-uns, tu vois, mais tente quand même. Voilà, ouais, c'est ça, mais en général, ils voient que bon, c'est le business model, c'est de l'abonnement, et du coup, ils voient qu'il n'y a pas de sponsoring, donc ils proposent rarement. Et tu penses que c'est totalement incompatible? Je veux dire, après, tu sais, il peut y avoir. Je prends l'exemple par exemple du podcast de Mathieu, mon associé Génération Do It Yourself. Il a des sponsors, des annonceurs. Il en refuse pas mal. Il choisit ceux à qui il se sent en affinité. Et tu vois, par exemple, un Conto, j'imagine que c'est un outil que tu pourrais recommander. Ouais, bien sûr, ouais. Et dans ces cas-là, ça crée aussi de la valeur pour ton audience et c'est pas incompatible avec le fait que par ailleurs, il soit abonné. Ouais, non, bien sûr. Non, mais je dis, en vrai, c'est une pensée qui vient régulièrement passer dans mon cerveau. Traverse. En fait, rien n'empêche en effet de se dire en fait la newsletter gratuite par exemple il y a du sponsoring dessus, tu vois, parce que du coup ça va pas frustrer les gens, ils vont pas se dire mais en fait j'ai payé un abonnement et en plus par je me tape de ailleurs, la pub. Donc en effet ça pourrait être un moyen de faire ça, et puis il y a des façons très saines de sponsoriser des newsletters, enfin, comme tu dis, affinité, il y a plein de choses à voir si tu aimes le produit, etc. Donc en effet, à chaque fois je me dis bon, peut-être en fait il faudrait que je creuse ça, mais bon là tu vois c'est plus un manque de temps, on va dire. Et aussi on en parlera peut-être après, mais tu vois là où j'ai envie d'aller avec Snowball, peut-être que ça va devenir incompatible avec ce que j'ai envie de construire. Tu vois, ça pourrait être oui, si tu dois donner des conseils, des conseils en investissement, sans rien dévoiler, effectivement il faut que tu sois parfaitement non biaisé, impartial, exactement, et qu'on puisse pas te soupçonner d'avoir une quelconque influence. C'est ça, c'est très clair. Donc ça à suivre effectivement. Sur le modèle économique, je leur dis, parce que tu as fait aussi des choses assez intéressantes quand on s'abonne. Donc là on parlait tout à l'heure un peu de la production écrite, mais il y a plein d'autres choses qui viennent avec un abonnement et qui à mon sens sont assez originales, et je voulais qu'on en parle parce que tu sais que dans les médias on pense souvent à la diversification. C'est pareil, on vend d'abonnements, donc qu'est-ce qu'on peut donner en plus dans les abonnements, qu'est-ce qu'on peut donner aux gens pour se loguer, même sans s'abonner, mais tu vois, juste se loguer pour avoir cette étape et donc récupérer le fameux mail. Il y a plein de choses qui se font. On avait eu l'occasion de parler avec Arthur de Villemandy, de Magma. Donc toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cashback et tout ce que tu as mis comme avantage pour les abonnés? Quand on s'abonne à 6 €, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, quand tu t'abonnes donc à 6 €, tu reçois... En fait, dès le début, je voulais en fait que si on part du début de l'histoire, c'est que je voulais que le modèle économique différencie la newsletter. Donc en gros, tu as plusieurs façons de différencier une newsletter. C'est le ton, c'est le format. Et moi, je me suis dit, en fait, pourquoi pas aller encore plus loin et tenter d'être différencié avec le modèle économique. Vu que c'était sur un sujet finance, je me suis dit ce serait intéressant d'impliquer les lecteurs un peu comme quand tu rejoins une start-up et que tu reçois des actions, ou une entreprise, enfin peu importe, ça peut être une grosse boîte aussi, et que tu reçois des BSPCE, des class actions, enfin pas des class actions, des stock options, des actions quoi. Je me suis dit ça serait intéressant que l'abonné reçoive des sortes d'actions. C'est pas vraiment des actions, moi j'ai appelé ça des snowflakes pour rester dans l'univers de la neige. Et se dire qu'en fait ces actions lui donnent droit à une forme de dividende. Donc chaque année, quand ils veulent en fait, je redistribue les profits de la newsletter à la communauté. Donc ça veut dire que tu investis une partie des profits donc sur 6 €, ou alors peut-être mettons en pourcentage, tu réinvestis un pourcentage de ton chiffre d'affaires
Je redistribue du coup. Que tu redistribues les dividendes. Une partie non, en gros, si tu prends le truc, je prends, en gros, pour faire simple, je prends 20% des profits et je redistribue donc ces 20%. Pas du chiffre d'affaires, 20% des profits et sachant qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires tout. Aujourd'hui, j'ai quasiment pas de dépenses, tu vois, j'ai pas d'employés, donc chiffre d'affaires égale profit, bon, t'enlèves les impôts évidemment, mais bon, ils sont très proches les deux. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que dès que quand je reçois les paiements, je mets 20% de côté dans un coffre, on va dire, et un peu à n'importe quel moment. Alors il y a des limites, tu vois. Je dis au bout de 3 mois, il faut être abonné au moins 3 mois pour pouvoir demander son cashback. Ouais. Mais du coup, le lecteur peut dire là j'ai accumulé, je sais pas moi, 2 euros, j'ai envie de récupérer mes 2 euros. Il peut récupérer 2 euros. Par exemple, si on prend un exemple concret, les tout premiers abonnés de Snowball aujourd'hui, ils doivent avoir 26 euros en cashback, tu vois. Du coup, ça fait quasiment un tiers de l'abonnement. De l'abonnement qui est payé. Qui est payé, ouais. Et donc voilà, en fait, plus la. Et ça continue, je veux dire, ou alors oui, mais alors j'imagine que maintenant on en touche de moins en moins. T'as quand même. J'ai fait un système, un peu comme en startup. Quand tu rejoins une startup qui vient de se lancer, t'as une poche de 20% qui est capée, quoi. Donc c'est ça, ouais. En gros, si tu veux, c'est le nombre de snowflakes qui diminue avec le temps. Ouais. Donc les tout premiers abonnés, ils ont pris des risques, on va dire, parce que du coup, ils connaissaient pas. Suivi, ouais. Du coup, ils avaient 600 snowflakes. Après, j'ai fait des paliers, quoi. Et ensuite, donc de 0 à 200, je crois que c'était 600. De 200 à 500, c'était 300. Et aujourd'hui, ceux qui s'abonnent, ils reçoivent 100 snowflakes. Et il y aura une fois qu'on aura atteint le palier, je crois que c'est à partir de 5000, il y en aura plus que 50. Et petit à petit, ça diminue, quoi. D'accord, mais c'est capé. Exactement, ouais. Donc le but, c'était pas... Il y en a, tu vois, au début, ils me disaient « Ah ouais, mais c'est une sorte de Ponzi, en fait. » Parce que du coup, mais en fait, non, parce que tu vas pas devenir riche en recevant des snowflakes. Le but, là, vraiment, c'était d'apporter un côté un peu fun. Un peu, c'est presque un peu ludique. Un peu ludique. En tout cas, tu participes à l'aventure, sachant que il y a pas de valeur légale ou quoi que ce soit. Non. Ce sont pas des actions, c'est pas des vrais dividendes. Ouais, c'est un cashback. Ouais, c'est un cashback, système de fidélisation. Exactement, ouais. Et du coup, ça, je pense que ça a quand même pas mal contribué à l'intérêt au début. Et donc, ça a contribué à la conversion du gratuit au payant. Et voilà. Donc ça, en gros, voilà. Donc ça, c'est une des premières choses que tu reçois quand tu t'abonnes. Ensuite, il y a un accès à une sorte d'application compagnon. On va dire que c'est un peu le terme. Le terme. On va dire, il y a la newsletter et la personne peut. Alors c'est pas une application hyper poussée parce que c'est moi qui l'ai faite en no code avec des outils qui permettent de faciliter le développement de tout ça, mais ça apporte quand même une valeur ajoutée parce que du coup qu'est-ce qu'on y retrouve sur l'app? C'est les archives de la newsletter. Alors déjà, il y a les archives. Ensuite, il y a si tu veux, chaque semaine, j'essaye de faire des analyses un peu poussées sur des entreprises, donc des actions d'entreprise, et donc je vais creuser un peu le modèle économique, les tendances qui font que investir dans je sais pas moi Coinbase ou Orange, ça peut être une bonne chose. Et donc j'ai créé une sorte de portefeuille d'actions avec toutes ces actions, et du coup la personne peut se connecter à l'application et voir toutes les entreprises auxquelles j'ai c'est des analyses ou c'est vraiment un portefeuille? Là, c'est vraiment le portefeuille que tu peux voir comme si un peu à la eToro. Tu peux suivre. Je peux suivre le portefeuille que j'ai appelé ça les Snowpicks pour rester encore dans l'univers. Et donc voilà, la personne peut se connecter et voir combien ça a pris de pourcentage, toutes ces recommandations, on va dire. Tous ces qui sont pas des conseils évidemment, mais oui, parce que la terminologie est hyper importante quand on parle d'un investissement, mais qui sont plus des on va dire des entreprises que je trouve intéressantes. Et ils peuvent aussi accéder à mon portefeuille d'actions moi perso, donc ils voient qu'est-ce que je fais. Donc ça je voulais aussi jouer sur ce côté transparence en fait, et te montrer que je suis pas tu vois, les gourous que tu vois sur YouTube qui vont faire du contenu, mais qui en fait, tu sais pas trop si eux vont investir dans les produits qu'ils recommandent. Donc je voulais être complètement transparent. Et ils peuvent accéder à quoi d'autre? Ils peuvent voir du coup leur cashback. C'est un peu une sorte ils peuvent accéder. Ils voient combien a été redistribué, combien d'argent a été redistribué en tout.
Et t'as pas je pense par exemple à Magma, qui est un Slack qui commence vraiment à bien tourner, qui est vraiment de la mise en relation, la communauté, etc. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose vers lequel tu voudrais aller? Ouais, ben ça, j'ai lancé aussi un peu, plusieurs mois après, j'ai lancé une forme de... Alors, j'ai pas fait de Slack parce que... En fait, j'avais une forme de fatigue de Slack moi-même. Sortie de tes startups. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est très, ça crée beaucoup de bruit. Enfin voilà, c'est en fait tu peux vite perdre le fil, tu vois. Si tu le lâches pendant 3 jours, en fait, tu vas avoir 150 messages et tu vas pas tout lire. Et donc je voulais créer quelque chose de plus comment dire, de plus posé, de plus Donc là, c'est un vrai calme. choix. Ouais, c'est un vrai choix. Et donc je me suis dit pourquoi pas partir sur un forum un peu classique de questions-réponses. J'ai une question et je vais poster quelque chose et les gens peuvent répondre plutôt que de la conversation instantanée à la Slack. Alors je suis pas contre dans un futur peut-être proche du coup de lancer aussi un Slack pour les gens qui auraient vraiment envie, tu vois, d'avoir cette conversation instantanée avec d'autres ouais, membres. Pour moi c'est vraiment surtout ça, effectivement. Parce que là du coup ce forum il existe mais il est plus sur des on va dire c'est une forme un peu plus lente de communication entre membres de la communauté. Mais demain j'aimerais bien tester c'est un peu plus d'instantanéité. Ouais, exactement. Mais j'y suis pas encore. Ouais. De toute façon, t'as encore un peu de temps, et des projets. Et récemment, donc, tu t'es lancé dans les NFT. Donc ça devait être il y a quelques mois. Alors, mais parle-nous-en, parce qu'en fait, je trouvais ça assez original, même si c'est pas non plus un truc que tu révolutionnaire, mais je trouvais ça assez cool. Alors, les NFT, on en a déjà parlé ici, hein, c'est les non-fungible tokens. Donc, c'est une espèce de monnaie qui permet de devenir propriétaire d'un bien numérique, enfin d'une œuvre numérique. Alors quand je dis une monnaie, je pense que toi tu dois dire c'est pas du tout le bon terme, j'imagine. Non, mais en tout cas c'est juste pour comprendre ce que ça permet de devenir propriétaire. Oui, c'est ça. Le NFT, c'est une façon de rendre un produit digital unique en fait, un peu comme tu vois aujourd'hui. Avoir une photo JPEG, en fait, tu peux la multiplier à l'infini sur un ordinateur et sur 10 000 ordinateurs, mais un NFT peut être une image JPEG. Mais on sait que c'est celui-là. Mais on sait qu'il est unique. Voilà, c'est lui comme on peut avoir un seul Leonardo de Vinci à la Joconde. Tu peux avoir 10 000 posters, quoi. Mais il y en a un seul qui a été validé parce que, on sait, les experts savent que c'est lui l'original. Bon, bref. Et du coup, oui, les NFT, mais en fait, déjà, pour ceux qui connaissent pas Snowball, en fait, chaque newsletter, je l'illustre avec une petite boule de neige que moi je dessine. Que tu dessines toi-même. Et du coup, ça faisait partie j'avais envie de créer un univers qui soit fort, parce qu'encore une fois, il y a pas de secret, hein, il faut vraiment se différencier. Et tu parlais tout à l'heure du ton, et toi vraiment, c'est ça, t'as le ton, t'as tes illustrations, c'est ça, toi-même, donc il y a un petit univers exactement, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et du coup, je me suis dit, quand il y a eu un peu ce boom des NFT, je me suis dit, pourquoi pas prendre ces illustrations et en faire des NFT, quoi, tout simplement. Parce que je me suis dit, ça peut être non seulement c'est un moyen de... Alors, c'est pas c'est loin d'être ma source de revenus principale. Tu vois, jusqu'à présent, j'en ai vendu qu'un pour l'équivalent de, je sais plus, entre 200 et $300, je crois. Et l'objectif, c'était, et là je vais en refaire d'autres, mais le but c'était plus de faire participer la communauté à l'aventure. Parce que du coup, quand t'achètes un NFT, c'est un peu comme si tu investissais, si t'achetais une œuvre d'art, on va dire. Enfin voilà. Beaucoup des transactions sur les NFT sont quand même spéculatives, plus que patrimoniales, en se disant tiens, je suis le propriétaire d'eux. Il y a souvent ça. En tout cas, les grosses transactions qui sont passées, c'est de la spéculation. Ouais, t'as un peu des deux. T'en as, ils vont adorer un artiste et du coup ils vont se dire je vais supporter cet artiste et acheter son NFT. D'autres ils vont acheter des NFT pour les revendre dans 6 mois. Bon bref. Et moi, là, l'objectif, c'était de me dire, peut-être que dans 5 ans, Snowball, ce sera un truc énorme. Et du coup, pourquoi pas proposer à la communauté de potentiellement se dire qu'ils peuvent acheter aujourd'hui ce NFT qui, dans 5 ans, qui aura 10 fois plus, quoi. Et en plus, il y avait ce côté fun parce que du coup, j'ai profité en fait de l'écriture d'une édition de Snowball qui était sur les NFT pour lancer ce premier NFT Snowball. Donc donc ça illustrait un petit peu aussi l'usage. Il y avait ce côté à la fois pédagogique avec l'article et ensuite tu pouvais mettre en pratique ce que tu avais appris en achetant ce NFT Snowball, quoi. Tu penses sur les NFT que pour les médias ça peut avoir un intérêt
au-delà d'une opération un peu, est-ce que tu peux devoir être financé? Tu penses qu'il y a des choses à faire entre les médias et les NFT? Ouais, bah, là, il y a pas mal de... Il y a une boîte qui s'appelle, que tu connais peut-être et que d'autres auditeurs connaissent, c'est mirror.xyz. Ouais. C'est une plateforme qui est justement dédiée aux créateurs de contenu plutôt écrit. On en avait parlé effectivement autour de ce micro, mais juste dans une news, je fais des fois des pastilles actu. Ouais. Et du coup, je trouve c'est intéressant parce que du coup, c'est comment tu donnes. En fait, ils mixent le NFT avec des abonnements. Alors, j'ai pas creusé parce que moi, la dernière fois que j'ai regardé, c'était un peu en mode invitation only, et du coup, j'ai pas pu creuser le sujet. Ça l'est encore. Ça l'est encore. Ouais, ça l'est encore. Donc, il faut que je fasse un épisode vraiment là-dessus. Mais effectivement, on est propriétaire. Publishing Platform Revolutions, the way we express, share and monetize our thoughts. Je ferai un épisode dessus. Mais donc, c'est assez passionnant parce que du coup, ils se disent qu'en fait, les lecteurs peuvent acheter du contenu écrit sous forme de NFT, en fait. Donc, tu peux être propriétaire je sais pas moi, d'un article, par exemple, d'un journaliste. Et du coup, le journaliste est financé par la vente de ce NFT. Et le lecteur, bah, du coup, est propriétaire d'une partie de ce patrimoine, je sais pas moi, journalistique, on va dire, qui potentiellement pourrait revendre demain. Et c'est assez intéressant. Donc, tu as plusieurs façons de voir les choses. Tu peux dire, en fait, un peu comme moi, tu vends un peu des produits dérivés de ta communauté. Enfin, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je sais que, par exemple, le Financial Times, ou je sais plus quel gros média avait fait une vente de NFT, mais tu vois, c'était un peu des produits dérivés. C'était pas lié à l'écriture à l'écriture elle-même. Je crois que c'était le New York Times. Ouais, c'est le New York Times, ouais, t'as raison, c'est ça. Et ou alors tu peux le voir un peu avec ces nouvelles plateformes un peu révolutionnaires comme Mirror, où en fait c'est carrément un abonnement et puis être copropriétaire, etc. Ouais, c'est assez marrant. Et il y a alors il est pas journaliste, mais un peu comme moi, c'est un ancien VC, il s'appelle Mario Gabriel. Et il a lancé une newsletter / communauté qui s'appelle The Generalist. Ouais. Et il a fait un truc intéressant justement avec Mirror. Et en fait, ce qu'il a fait, en fait, pour financer les recherches d'une pièce de journalistique, d'un artiste, d'une enquête, ouais. Un truc un peu plus poussé parce qu'il devait payer des analystes, etc. En fait, il a fait une vente, il a levé des fonds en vendant du coup un NFT. Et il a levé, je sais plus, mais je crois $10 000, un truc comme ça, et qui lui a permis du coup d'écrire cet article, quoi. Ouais, c'est fou. Donc au lieu de faire une campagne de crowdfunding, il le fait via avec un NFT. Ouais. Et si les gens y croient, en plus, si le NFT est lié au truc, il peut prendre de la valeur si l'enquête réussit. Il y a des choses assez sympas à faire en termes de financement. Ouais, donc il y a plein de choses, ouais. Et t'as pas lancé de token encore? Non, pas encore, mais après, ça, c'est un truc que c'est un truc que j'explore, mais tu vois, ça demande quand même beaucoup plus de... Oui. En fait, non, en vrai, non. En vrai, j'ai lancé un token, mais que j'ai pas... Donc un token, c'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie. Ouais, c'est ça. Tout le monde peut lancer sa crypto-monnaie. Ouais. C'est ce qu'on appelle il y a pas mal de boîtes qui se lancent dans ça, ce qu'on appelle les social tokens. C'est souvent des monnaies, des crypto-monnaies, enfin c'est pas vraiment des cryptos, c'est des tokens, mais bon bref, on va appeler ça une crypto pour simplifier, mais qui sont liés du coup à un créateur en général. Et du coup, tu peux investir dans ce créateur en espérant que demain, du coup, sa communauté grandisse, qu'il soit plus connu, et du coup que la monnaie prenne de la valeur. Et moi, j'avais fait il y avait une boîte qui s'appelle Roll, R-O-2-L. Je crois que le site internet, c'est tryroll.com ou .co, je sais plus exactement. .com. Et du coup, qui permettent de créer sa monnaie très facilement. Et du coup, tu peux l'utiliser de plein de façons différentes, en fait, cette monnaie. Et moi, je l'ai pas fait parce que, tu vois, j'avais les snowflakes, je voulais pas complexifier l'univers. Oui, qui était déjà un truc que tu faisais un peu autour. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait que je me concentre, mais je me suis quand même inscrit et du coup, j'ai créé la monnaie Snow, elle existe. Et là, en fait, ça te permet tu peux t'en servir, par exemple, tu peux dire, si tu partages mon article, tu reçois 10 unités de ma crypto-monnaie.
Si tu t'abonnes, bah, t'en reçois 100. Si tu commentes, t'en reçois 20. Enfin voilà, tu peux l'utiliser de plein de façons différentes. Ouais, comme un Ouzbek Erika fait avec sa monnaie virtuelle. Tout à fait. Et donc ça, c'est hyper simple à utiliser et tu peux le faire très facilement. Et donc. Et ça, ta communauté, elle est plutôt réceptive, j'imagine. Ça l'a fait un peu marrer. Ils sont preneurs de tous ces petits trucs. Ouais, bah alors ça, tu vois, je l'ai pas lancé, donc j'ai pas testé le truc, mais oui, c'est. En plus, encore une fois, tu vois, c'est très lié à mon sujet de fond. Oui, exactement. Ça ne fait qu'illustrer quelque part le fait que tu testes en mode test and learn un peu. C'est ça. Ouais. Tu testes un peu les sujets. Ouais. Et ça anime, ça fait partie un peu aussi de l'animation de la communauté. Ouais. De la communauté. Donc voilà, demain peut-être que j'en lancerai un, mais voilà, aujourd'hui c'est pas officiel quoi. Bon, écoute, pareil à suivre. J'en parlais tout à l'heure sur tes méthodes de travail et workflow. Alors workflow c'est simple, hein, t'es tout seul, donc c'est toi qui prends à chaque étape. Donc toi t'as fait le choix de Substack. Avec Arthur justement de Magma, lui avait fait le choix d'avoir sa propre techno. Pourquoi t'as choisi Substack et pourquoi tu continues d'utiliser Substack alors que t'as atteint un certain palier, ou alors je vais pas dire que c'est encore la grande réussite et que tu roules sur l'or parce que tu réinvestis aussi et que tu passes du temps, hein. Mais tu pourrais te dire, bah tiens, vu que t'as l'air un peu plutôt geek et que t'as fait ton application toi-même, t'aurais pu très bien partir sur autre chose. Est-ce que tu te vois changer dans un moment Substack? Est-ce que tu en es content? Tu sais que c'est quand même la plateforme dont on parle beaucoup dans les journalistes. On en a beaucoup parlé ces 12 derniers mois. Pourquoi tu as fait le choix et est-ce que tu en es encore content aujourd'hui? Alors déjà, le choix, c'était assez simple. C'était la simplicité, en fait, au début. Parce que du coup, l'énorme avantage de Substack, c'est que c'est gratuit tant que tu restes en mode gratuit, en fait. Ouais. Tu peux très bien avoir 10 millions d'abonnés sur une newsletter Substack qui n'est pas payante et ne payer rien du tout. Quoi. Et donc ça, c'est assez dingue parce qu'on voit c'est très cher, tu vois, des Mailchimp ou d'autres. Ça peut être très très cher. Dès que t'as des listes, des grosses listes, ça peut être des plusieurs milliers de dollars par mois. Exactement. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que vu que c'est très basique, en gros, tu peux lancer une newsletter en 10 minutes, alors que tu vois, encore une fois, je prends Mailchimp, mais t'as plein d'autres plateformes, mais il va falloir choisir un template d'email, il va falloir, bidouiller 2-3 trucs, donc c'est pas 10 minutes, c'est clairement pas 10 minutes. Il va falloir faire une landing page, donc en fait là, tout est intégré. La partie mailing, la partie blog, on va dire. Avec les archives, les gens s'inscrivent, etc. Si demain tu veux lancer un abonnement payant, bah pareil, c'est intégré. T'en as pour 10 minutes à connecter ton compte Stripe avec Substack. Donc en gros, tout ça faisait que j'étais tout seul. C'était un side project, c'était la plateforme idéale, quoi. Aujourd'hui, en fait, comme tu l'as dit, vu que l'univers Snowball grandit, en fait, j'atteins les limites de Substack, même s'ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités. Les limites en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire que des fois tes besoins vont plus vite que leur roadmap, etc. C'est ça, vu que tu vois la façon dont le contenu est présenté, j'ai envie que ce soit un peu différent parce qu'aujourd'hui les gens peuvent pas retrouver facilement du contenu, la partie recherche elle est pas terrible, donc tu peux jusqu'à pas longtemps, tu pouvais pas segmenter. C'est-à-dire que tu pouvais pas avoir une espèce de petit sommaire, en tout cas avoir des parties dans ta newsletter. Non, c'est pas ça. Ça tu peux le faire, mais c'était plus par exemple te dire, imagine, je sais pas, demain j'ai envie de lancer une newsletter pour les débutants. Il y avait pas moyen que les gens disent je opt-in pour cette newsletter seulement et pas les autres. D'accord. Donc ça ils l'ont lancé il y a pas longtemps où du coup tu peux créer des sortes de newsletter. Sous-liste, exactement. Mais voilà, donc ça c'est très récent et bon, ils ont du coup ça a enlevé une limitation, mais moi demain, tu vois, j'ai envie d'avoir un peu comme je pense que Magma, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, c'est d'avoir un peu une sorte de hub qui soit vraiment custom et très qui correspondent à ce que tu as envie de construire et à ce que les lecteurs attendent. Et du coup, en fait, Substack ne permet plus de le faire aujourd'hui. Donc peut-être que je garderai une partie sur Substack et une autre partie ailleurs. La partie gratuite, hein, justement, qui est peut-être plus simple en fait. Quelque part, la partie gratuite, c'est juste une newsletter que tu bombardes. La partie payante, où on voit la complexité, c'est tout ce que tu as fait autour et relier tout ça dans une plateforme dont tu maîtrises pas les développements. C'est ça, ça devient plus compliqué. Donc voilà. Mais en gros,
quelqu'un qui a envie de rester 100% sur du contenu sans avoir des fonctionnalités autres, je pense que Substack reste encore une des meilleures plateformes en fait. Certains vont dire que l'inconvénient c'est la customisation ce qui est vrai, c'est que toutes les newsletters Substack se ressemblent en fait. Donc tu peux pas vraiment te différencier. Après, c'est une newsletter, c'est quand même plus du fond que de la forme. C'est ça, ouais. Et puis alors, bien sûr, tu as raison, il peut y avoir quand même une charte graphique, etc. Mais sinon, il faut faire un site. Il faut avoir un site. Et puis rien t'empêche d'avoir un site et derrière d'avoir ton Substack. Donc ça fonctionne aussi. Mais en vrai, tu vois, moi j'ai réussi à différencier Enfin voilà, j'ai mes petites illustrations, donc les gens reconnaissent directement que c'est Snowball. Et bon, c'est pour ça que l'argument customisation, il est pas forcément valide dans 100% des cas. Après voilà, c'est vrai que des acteurs comme je sais pas moi, Morning Brew aux US ou The Hustle ou Magma, ils ont envie d'avoir vraiment une présentation de l'email qui leur est encore plus propre. Ouais, c'est ça, ouais. Ils vont encore plus loin et du coup là, ça a complètement du sens. Mais voilà, quoi. Pour le moment, toi, ça va, mais tu vois des limites, mais c'est pas encore un truc qui te ouais, mais bon, pour les prochaines étapes de Snowball, je vais être obligé de ça fait partie des grandes plans, évolutions, j'imagine. C'est quoi donc tu disais t'es tout seul à travailler. Comment donc tu dois envoyer une newsletter hebdo gratuite, ton petit WhatsApp tous les jours. Donc c'est bimensuel pour la gratuite, hebdomadaire pour la payante, des thématiques, etc. Comment tu t'organises? Combien de temps consacré à la recherche, à la rédaction? T'es vraiment full time sur Snowball. Hein. C'est un gros full time, j'imagine même. C'est quasiment tous les jours. De toute façon, vu que du lundi au vendredi, c'est WhatsApp tous les jours. En fait, le plus long, si on devait résumer, le plus long, c'est la veille. C'est-à-dire que je suis abonné sûrement à, je sais pas, mais il faudrait que je les compte un jour, mais je pense que si je compte toutes les newsletters, il doit y en avoir entre 50 et 100 auxquelles je suis abonné, payantes et gratuites. Je pense que c'est aussi le premier poste de dépense de Snowball, c'est le contenu. C'est bien, il en faut. Alors juste toute petite question là-dessus avant que je te laisse continuer, parce que ça m'intéresse. Comment est-ce que tu gères la lecture de 50 à 100 newsletters? Est-ce que tu as un logiciel pour les repérer? Est-ce que non, c'est à l'ancienne, tu as une adresse mail spéciale et tu scannes et tu repères vite? Parce que tu peux y passer des heures à lire des newsletters. En fait, je pense que tu apprends au bout d'un moment à scanner, comme je disais tout à l'heure. Une des raisons que j'ai choisi l'email, c'est que tu peux scanner et donc ça permet de pas tout lire. Donc je lis peut-être sur les 100 newsletters, je dois lire 10% en fait du contenu. Donc tu apprends à survoler les headlines et à lire les résumés et à piocher les trucs qui t'intéressent. Donc, je pense que ça me prend, si on devait, sachant que voilà, malheureusement, la majorité du contenu vient des US. Donc, en gros, j'ai une salve d'emails qui arrive la nuit, donc je le lis le matin. Donc, je vais passer 1 heure et demie le matin à lire les newsletters. Ensuite, à midi, c'est genre le matin aux US, donc je reçois une deuxième salve et donc je vais passer 1 heure pareil entre midi et 2. Et le soir, c'est la fin de la journée aux US et donc je reçois encore une troisième salve, donc je passe encore 1 heure et demie. Donc en gros, je dois passer 3 heures, entre 3 et 4 heures à lire. Donc c'est vraiment des temps que tu as identifiés dans ton agenda où c'est veille. Tu veilles, c'est ça, recherche, et tu lis et tu notes et tu bosses là-dessus. Exactement. Donc là, donc non, j'ai pas de logiciel. Enfin, si, moi, pour mes emails, j'utilise Superhuman, qui est bien connu aux US dans l'univers de la tech, qui me fait gagner quand même pas mal de temps. Enfin, c'est un peu un Gmail sous stéroïdes. Enfin, voilà, tu peux automatiser pas mal de trucs. Bon, bref. Je mettrai le lien vers Superhuman parce que ça m'intéresse. C'était un peu la question suivante. Est-ce que tu as des power tools, des outils qui font la différence pour toi? Sur les emails, je passe beaucoup de temps du coup sur ma boîte mail, sachant que voilà, il y a pas mal de gens qui répondent à mes emails, donc j'y passe vraiment beaucoup de temps. Oui, puis tu te dois de répondre un peu à tout le monde. T'es dans ce mode-là très incarné où tu réponds aux gens. C'est ça, 100% des gens, exactement. Et du coup, donc Superhuman est vraiment, vraiment top. Et du coup mes outils que j'utilise quotidiennement, c'est Superhuman sur les emails et tout simplement l'application Notes de Mac pour du coup chaque jour pour mes Daily Snow. Donc le Daily Snow, c'est sur WhatsApp.
bah du coup je me crée une note pour le 9 septembre. Bah du coup je vais mettre au cours de la journée, enfin la veille, je vais noter les sujets qui sont intéressants et voilà quoi. Et j'utilise aussi vu que voilà l'orthographe, la grammaire, c'est pas forcément mon fort, j'utilise beaucoup Merci App, l'équivalent de Grammarly, qu'on utilise, mais que je recommande d'ailleurs. Je pense que j'en ai jamais parlé à Spicro, mais c'est top. Ouais, franchement, c'est bien. Bon, ça corrige pas 100% de tes erreurs. Non, mais ça en corrige. Et tout ça qui sont corrigées, c'est des erreurs qui sont pas envoyées. Donc c'est ça, ouais. Donc ça, toujours bien. Merci App, ça aussi, je recommande. Ouais, en plus qui est français, donc. Exactement, exactement. Puisqu'on est sur les outils, tu parlais, donc t'envoies une petite note sur WhatsApp. Est-ce que tu utilises une plateforme spéciale? Alors ouais, WhatsApp, parce que c'est un peu spécial. Ils avaient une API. Ouais. En fait, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Tu peux pas envoyer à plus de X contacts. Du coup, en fait, moi, j'utilise. J'étais contacté. C'est marrant. Je pensais à faire un truc soit par. Ça se fait de plus en plus aux US, le partage de contenu par texto sur WhatsApp. Donc, il y a pas mal de boîtes aux US qui font ça pour les créateurs. Donc, plutôt sur les par texto. Mais il n'y en avait pas en France, en tout cas pas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a maintenant. Et donc, par hasard, un jour, je reçois un message sur LinkedIn d'une personne qui travaille en Inde et qui me dit on va lancer une start-up, on veut faire le Substack de WhatsApp, quoi, en gros. Ouais, intéressant. Il avait repéré du coup Snowball parce que j'avais fait un post sur LinkedIn, je pense. Et du coup, il me contacte et il me dit est-ce que tu voudrais tester? Voilà, on est vraiment hyper early, on est très basique, mais on aimerait bien tester avec toi. Et donc, je lui fais, bah ouais, carrément. Ça correspond bien à ta philosophie. Ouais, c'est ça. Un peu... Et donc là, aujourd'hui, en fait, je passe par cette boîte qui s'appelle Dispatch. Alors, je pense qu'ils sont au même niveau que moi, tu vois. Ils doivent être 2 ou 3. Ils ont encore le job. Donc, ils sont vraiment en mode garage. Et du coup, ils ont développé un peu leurs tools derrière pour un peu automatiser ça. Mais en effet, vu que moi ce que j'utilise c'est les listes broadcast, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros c'est pas un groupe, donc c'est à dire que tu peux pas c'est un peu comme un email en fait, tu peux envoyer un message à 200 personnes, donc c'est 252 je crois la limite par liste. Et en fait, la personne peut répondre. Ça fait comme si elle répondait à un mail. Elle va pas le partager dans un groupe, en fait. Donc c'est vraiment une connexion directe. Oui, c'est ça. Elle voit pas. Toi, ta limite, t'as pas le numéro, etc. Quoi. Ouais. Si, moi j'ai le numéro, mais eux ne voient pas en fait qu'il y a dans le groupe. Moi, voilà, je reçois une newsletter Buttonhall. Je sais pas si tu connais. Non. Comme ça c'est par un peu WhatsApp. Similaire, ouais, c'est un peu similaire. Je me suis toujours posé la question de savoir quelle plateforme ils utilisaient. C'était. Ouais, mais c'est souvent c'est des outils un peu comme ça bricolés, mais du coup là, voilà, Dispatch ils sont en train d'industrialiser leur outil parce qu'aujourd'hui tu vois c'est très à l'ancienne, j'envoie un mail du coup à Dispatch avec le contenu en disant sur quelle liste tu veux l'envoyer, limite. Bah non, il y en a qu'une seule, donc c'est facile. Et ensuite eux derrière ils automatisent l'envoi parce que du coup là il y a 2000 pareil c'est du opt-in, tu vois, donc il y a 2000 personnes qui le reçoivent aujourd'hui. Et donc ça veut dire que vu que la limite c'est 256 ou je sais plus exactement, 250, bah ça te fait beaucoup de listes quoi. Donc, plusieurs envois. Donc Dispatch il s'appelle. Ouais, il y a pas de site internet. Il y a pas de site internet, je peux même pas dire que je mettrai le lien. Non, mais après si les gens sont intéressés, mais parce que je pense que c'est un sujet intéressant dans les médias, la distribution sur WhatsApp, on voit qu'elle a du sens. Enfin, en tout cas, moi, je te dis, j'en ai une que je lis tous les jours religieusement sur les réseaux sociaux. Elle est assez bien foutue. Ouais. Et comme on n'est pas encore inondé de newsletters sur WhatsApp, le taux d'ouverture doit être gigantesque. Ouais, je pense. Si en plus derrière t'es capable de répondre, je sais, tu vois, de chatter via ce truc-là, je pense qu'il y a des trucs assez intéressants. Ouais, et un autre outil que tu utilises beaucoup, c'est LinkedIn. Hein. Ouais. LinkedIn, alors là c'est plus pour travailler, effectivement, faire grandir la newsletter. Ouais. Quelles sont tes leçons de ton utilisation de LinkedIn? Est-ce que ça a été crucial dans le développement de Snowball? Comment tu l'utilises aujourd'hui? Ouais, je pense qu'au début c'était ça a permis une Snowball tu vois de 0 à 1000 abonnés, c'était grâce à LinkedIn en gros. Donc ton réseau où tu as eu de la chance d'avoir des posts bien écrits qui ont cartonné, j'essaie de comprendre parce que c'est le moment tellement critique où tu peux faire un super contenu, mais si t'as pas ton réseau, tu vas galérer au début. T'es allé hyper vite à 1000 abonnés. Ouais, c'est ça a pris en quelques jours, ouais, c'est ça. Et alors c'est ça, l'avantage de LinkedIn, c'est que t'es pas obligé d'avoir 100 000 abonnés ou même 10 000 ou même 5 000 pour faire de la du reach, du reach, ouais.
un peu comme sur enfin tu vois, un peu comme TikTok ou LinkedIn, c'est un peu les deux aujourd'hui qui permettent d'avoir un reach assez fort assez rapidement, parce que Twitter, tu peux devenir viral, mais c'est beaucoup plus difficile, alors que LinkedIn, il pousse davantage le contenu pour que tu sois découvert. Une question d'algorithme, tout ça. Oui, c'est ça, c'est l'algorithme, c'est ça. En gros, même si tu as 10 abonnés sur LinkedIn, enfin 10 connexions, si tu fais un contenu où tu vois, LinkedIn voit très rapidement que tu as eu 3 likes, 4 commentaires, et il va se dire, ah tiens, il est intéressant ce contenu, je vais le pousser à un peu plus de personnes, et ainsi de suite, et tu peux vite devenir viral, quoi. Et donc moi, sur ce premier... en gros, j'avais annoncé Snowball avant l'écriture, donc c'était un peu ma waiting list. J'avais utilisé LinkedIn pour tester un peu le concept. Et du coup, j'avais écrit un post teaser. Donc voilà, je vais lancer une newsletter sur les finances perso. Je vais vous apprendre comment vous pouvez investir dans un cloud money. Tu vois, j'avais parlé un peu teaser sur 2-3 des investissements alternatifs qui éveillent la curiosité, quoi. Et du coup, ça a bien marché, parce que du coup, le sujet parle un peu à tout le monde. Et gratuit. Et du coup, en plus, j'avais utilisé le fameux comment dire, la petite astuce qui permet à l'algo de pousser ton compte. C'est, tu dis aux gens de laisser un commentaire en échange de quelque chose. Et du coup, moi, en l'occurrence, là, c'était en échange de je vous tiens au courant quand je lance Snowball, quoi. Ouais. Et donc, du coup, il y a eu, je crois, 1000 personnes. T'as trompé un peu l'algorithme, ce qui est le grand jeu, effectivement, pour avoir plein de commentaires, etc. Exactement. Et les gens ont laissé leur nom plutôt que de s'inscrire, et tu les inscris manuellement, presque. Bah c'était pas exactement comme ça. C'est en gros, il disait je suis intéressé, il mettait une petite flamme, un petit cœur, enfin peu importe. Et ensuite, moi j'utilise un outil pour automatiser les envois de messages. En gros, je dis à mon outil, donc si pour les curieux, ça s'appelle Linked Helper, qui permet d'automatiser plein de choses sur LinkedIn. Et donc en gros, j'ai dit à cet outil, tu vas prendre tous les gens qui ont commenté et tu vas leur envoyer ce message. Donc ce message, c'était salut, petit message automatisé. Je dis toujours, tu vois, j'essaie d'être transparent. Et du coup, je leur dis, voilà, j'ai lancé Snowball. Si vous voulez vous abonner, c'est ici. Et donc le jour où j'ai lancé les ouvertures, du coup j'ai envoyé ce message, et du coup je suis passé de 0 à 700 abonnés très rapidement, parce qu'ils se sont pas tous abonnés, évidemment. Non, dans les 24 heures non plus, évidemment. Et voilà, donc et ensuite, donc ça c'était le premier, on va dire, c'est comme ça que j'ai kickstarté la newsletter. Et ensuite, j'utilise beaucoup LinkedIn pour partager l'aventure Snowball plus que le fond. C'est partager la construction, les étapes, etc. Et ça marche. En général, ça marche bien sur LinkedIn, parce que du coup, non seulement tu inspires les gens qui veulent se lancer, et du coup, ils sont contents de voir que ça fonctionne pour certains, et du coup, ils vont te soutenir. Et en plus de ça, tu peux partager des tips, expliquer comment t'as fait ça, et du coup tu leur partages aussi de la valeur, quoi. Donc c'est ça qui fonctionne bien sur LinkedIn. De toute façon, il y a pas de secret, hein. Le contenu, il faut qu'il soit intéressant pour qu'il fonctionne. Et toi, c'est du recrutement ou de la fidélisation, LinkedIn, aujourd'hui? C'est un peu des deux, on va dire. Tu vois, je pense que 80% des gens qui sont abonnés à Snowball, c'est du bouche à oreille surtout. Et les 20% restants, c'est un mix entre LinkedIn, qui, tu vois, à chaque fois que je fais un post, ça me ramène, je sais pas moi, 100, 200 personnes, 100, 200 nouveaux abonnés gratuits, hein. Après, il y en a qui convertissent, mais bon, je traque pas tout ça. Tu traques pas? Non. Parce que tu vois, je voyais par exemple, j'interviewais Edmond Espanel de Brief Me, je sais pas si tu connais forcément cette newsletter, qui eux sont vraiment dans le suivi, vraiment, ils sont hyper bons là-dessus. Toi, c'est pas un truc, c'est parce que ça t'intéresse pas, ou parce que t'as les chiffres et globalement, ça te suffit d'avoir les grandes masses, mais t'es pas tous les jours à ouvrir un Google Sheet en te disant, tiens, j'ai tel taux de conversion, est-ce qu'il a été amélioré, ou tel taux d'ouverture sur la newsletter? Ouais, là, c'est le... Après, il y a un peu d'affinité aussi perso, hein, j'imagine, sur ce genre de mécanisme. En fait, en vrai, je le regarde pas parce que les chiffres sont bons, quoi. Et du coup, en fait, j'ai pas besoin d'aller creuser pour améliorer. Globalement, ça progresse. Voilà, c'est ça. C'est plus sur la partie, tu vois. Si demain j'ai envie de booster l'acquisition, tu vois, je me dis en fait je vais faire des efforts parce qu'aujourd'hui j'en fais pas vraiment. Je laisse tourner le bouche à oreille et ça fonctionne bien. Mais si demain j'ai envie d'accélérer,
bah oui, j'irai creuser, j'irai se dire ok, bon en fait tel canal d'acquisition, en fait là, il faut que je mette un peu plus d'efforts, ou en fait lui il fonctionne bien, mais j'en suis pas encore là quoi. C'est Oui, donc là aujourd'hui, tu as 0 canal d'acquisition payant. non, il y a rien. C'est bouche à oreille, tes posts LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et quand je suis comme aujourd'hui sur des podcasts ou des gens qui vont parler de toi sur une newsletter, donc c'est essentiellement ça. Ouais. Donc ouais, Bravo. 0 payant. Enfin, c'est quand même assez fou. Après, effectivement, merci. il faut voir pour la suite. On va me parler dans une seconde de jusqu'à où ça peut aller. Sur le modèle éco, on a déjà vu pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres avenues de monétisation prévues, tu vois? Donc là, grosso modo, c'est l'abonnement. Tu as fait un petit peu de NFT, mais c'est plus anecdotique que réellement un business. Est-ce que tu as d'autres choses, de pistes de diversification qui te permettraient de monétiser cette communauté que tu fais grandir? Ouais, le but c'est de, enfin plus plus Snowball a grandi et plus je me suis dit, en fait la question c'était est-ce que je reste un média, est-ce que là aujourd'hui tu te considères encore comme un média ou déjà? Oui, aujourd'hui c'est toujours ça reste un média parce que 90% de l'offre c'est du contenu, donc évidemment ça reste formation, information. Exactement, ouais, c'est de la pure information. Il y a pas de produit, enfin il y a une application mais c'est pas vraiment une application quoi, donc c'était la grande question, ou alors je restais soit je restais un peu en mode créateur économie, lifestyle business, enfin peu importe comment t'appelles ça, je reste tout seul et ça marche très bien, je vis bien de ça, je peux voyager partout dans le monde, pas de contraintes, pas de limite, je suis tout seul. Soit je deviens un média. Pour ceux qui connaissent, il y a Finimize au Royaume-Uni qui est spécialisé sur les finances. Et ils veulent devenir un peu le Bloomberg pour les 25-35 ans. Okay. C'est ça. Et pour les particuliers. Où je prends cette communauté que j'ai créée et je la transforme en une sorte un produit, une boîte, une start-up, quoi, en fait, une sorte de fintech, peu importe comment on l'appelle. Et c'est vrai que le truc qui me disait le plus, c'était j'ai envie d'aller vers un truc plus gros en fait, avec plus d'impact, et du coup de me servir de cette première communauté pour construire une boîte autour de ça, quoi. Donc là aujourd'hui le futur de Snowball, en fait évidemment le contenu ça restera un pilier parce que pour moi j'ai toujours été fan de contenu et je me suis toujours dit que toutes les boîtes, c'est l'ADN quelque part. C'est l'ADN, ouais, c'est ça. Mais maintenant, est-ce que tu peux aller plus loin que une le fois contenu. Que t'as donné le conseil. Exactement. Donc là, demain, l'objectif, c'est que en fait, Snowball devienne une sorte de hub pour les finances perso des gens, en fait, que tu puisses accéder non seulement à du contenu, mais aussi du conseil professionnel et potentiellement des produits pour investir un peu. J'aime bien comparer. Je suis un grand fan de. Moi, il y a deux choses que j'aimais, c'était l'assurance et la finance. Et du coup, je suis un grand fan de Alan parce que j'adore ce qu'ils font. Et c'est un peu ce que Alan est en train de faire, c'est qu'ils ont commencé par l'assurance, la mutuelle santé. Mais leur objectif, in fine, c'est de devenir un hub médical en fait. Où en gros, demain, tu vois, ils ont déjà commencé. Aujourd'hui, tu peux aller sur ton application Alan et tu poses une question à un médecin et tu as une réponse dans les 2 heures d'un professionnel. Et donc c'est un peu mon objectif, c'est de transformer Snowball un peu en cette, on va dire, une sorte de super app autour de la finance. Et évidemment le contenu. Alors ça c'est la grande question, tu vois. Il y a plein de boîtes qui disent en fait tu peux pas être un média non biaisé, non partisan. Si derrière tu vends le produit, comment les gens peuvent te faire confiance? Je suis persuadé que c'est possible. En fait, tout réside dans la transparence et dans ton. Je pense que c'est possible. Il y a une boîte qui le fait bien, je trouve. C'est Robinhood. Oui, donc cette boîte américaine dont on a beaucoup parlé juste avant l'été. C'est une c'est une plateforme de trading. Ouais, c'est ça. C'est une plateforme de trading où tu peux acheter des actions, les revendre. Et ils avaient acheté. En fait, ils ont racheté une newsletter qui s'appelait Snacks, je crois, qui du coup maintenant a été renommée Robinhood Snacks. Et en fait, elle est vraiment bien faite parce que du coup, ils vont pas. Tu vois qu'ils sont pas partisans des trucs. Tu vois, ici il y a
ils vont toujours éviter de parler d'eux, quoi. En fait, ça c'est j'ai l'impression qu'ils vont jamais parler de Robinhood dedans, même s'il y a des scandales autour du truc, ils vont pas en parler. Mais voilà, ils vont parler de plein de sujets différents qui font polémique, qui seraient même pas forcément à l'avantage de la boîte. Ouais. Donc ils font plutôt bien. Donc je me dis que c'est une question de ton après, et peut-être une question aussi d'actionnariat à qui tu rendais compte. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Derrière, mais je pense que tu as raison. Si tu fais les choses avec sincérité, en prévenant toujours qu'il y a des risques, évidemment, et que tu as investi dedans ou t'as pas investi dedans, etc. Je pense que ça peut marcher. Je vais pas dire que c'est une question de confiance en fait entre ta communauté et toi ou demain et vous, tu vois, parce que j'imagine que si tu vas sur cette piste-là et a priori c'est ce que je te le disais en fait, donc je pense que tu en as parlé, tu as déposé une demande d'agrément auprès de l'AMF. C'est quelque chose d'officiel, ça? Ouais, c'est officiel, ouais. Ben là, c'est en cours. Donc, j'ai passé ma certification AMF pour ensuite obtenir l'agrément. C'est parcours du combattant, ça? Bon, non, ça va. Non, ouais, c'est des papiers, mais j'ai connu pire, ouais. D'accord. Et donc, ça va te permettre demain de vendre ou de conseiller? Ouais, l'objectif là, du coup, c'est de pouvoir donner des conseils de façon, légale, quoi. En gros, d'être réglementé par l'autorité des marchés financiers, et de faire ça de façon officielle. Et après, l'objectif, c'est de pouvoir, du coup, développer des produits qui vont permettre aux personnes d'investir. Et là, du coup, peut-être qu'il me faudra encore de nouveaux agréments. Enfin, tu vois, je vais y aller par étapes, en fait. Ouais. Mais voilà, donc ça c'est en cours. Et tout ça, c'est clair dans ta tête, dans une roadmap, etc. Ou est-ce que tu es assez pragmatique et tu dis j'avance un peu au fur et à mesure, là je fais ça et puis ça me permettra peut-être d'être plus pro sur mes conseils, ou non, tu as quand même une vision un peu claire que tu dévoiles, que certains connaissent, ou que toi au fond de... Oui, j'en parle beaucoup sur une autre newsletter du coup. J'avais créé, avant Snowball, j'avais créé une newsletter sur Substack aussi, quand je travaillais chez Comet. Et là, l'objectif de cette newsletter, Behind the Curtains. C'est ça, Behind the Curtain. Et le but, c'était au tout début, c'était de partager les bonnes pratiques de start-up, des méthodes de travail, je sais pas moi, par exemple, comment Alan recrute, ou comment Comet fait ses performance reviews pour ses employés. Bon, bref, plein de choses comme ça. Et donc, en fait, quand j'ai lancé Snowball, je l'ai un peu délaissé, cette newsletter, qui avait bien marché. Tu vois, j'avais eu 3000 abonnés, pareil, assez rapidement. Encore une fois, grâce à LinkedIn. Et du coup, en fait, j'ai transformé ce Behind the Curtain. Je suis resté sur la même, sur le même ligne. Concept derrière, je donne un peu les secrets de la fabrication. Sauf que je l'ai concentré sur Snowball, en fait. Et du coup, là, c'est la newsletter qui retrace un peu les avancées de Snowball, qui partage les méthodes que j'utilise, où est-ce que je vais, donc un peu tout ça. Et pareil, pour l'objectif, c'est encore une fois, c'est non seulement la transparence. Pour moi, c'est cool parce que ça me fait une sorte de journal intime Snowball, et du coup, ça me permet de me souvenir par où je suis passé, qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, et puis le fait aussi de le communiquer publiquement, c'est une espèce d'engagement ou de pression, en tout cas, que tu mets en disant voilà voilà, ce que j'ai fait, où est-ce que je vais. Exactement, je dis ce que je vais faire. Et donc là je partage un peu la roadmap, même si une roadmap, on sait tous que c'est jamais figé dans le marbre. Bon, c'est et donc là c'est assez clair, mais je fonctionne vraiment par étapes. Je me dis tu vois, l'étape de cet été, c'était de créer ma boîte. J'étais sur ma SASU, donc en mode freelance, mais là du coup j'ai créé une vraie boîte parce que du coup il va falloir que je recrute. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon agrément CIF, donc conseiller en investissement financier. Une fois que j'ai fait ça, je vais réfléchir à la première levée de fonds, et ainsi de suite, quoi. Donc j'ai un peu des étapes clés qui à chaque fois vont débloquer un peu des prochaines étapes sur la partie vraiment Snowball, à quoi ça ressemble. Produits, services, etc. Ouais. Donc voilà, donc là la prochaine étape c'est l'agrément CIF, conseiller en investissement financier. Ensuite c'est de tester la partie conseil en plus du contenu sur Snowball. Donc on s'abonne, ou alors il y a d'autres formules d'abonnement, et on a je pense que je vais vrais
conseils. C'est ça, je vais tester d'avoir comment dire, je sais pas comment on appelle ça, un tiers, un plan, une formule différente, quoi. Parce qu'aujourd'hui, t'as 0€, 6€, et potentiellement, t'auras le 9€, où du coup, un t'as peu accès. Premium, avec un accès personnalisé, des conseils personnalisés par rapport au portefeuille. Ouais, exactement. De ton client. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est un peu le but, quoi. C'est top. Et donc, réfléchir un peu, parce que là, tu étais un peu sur une vision, comme on le disait, des jeunes un peu, ce que j'appelle retail investor. Et donc, demain, peut-être pour des gens un peu plus chevronnés, qui s'y connaissent un peu plus, pouvoir aller un petit peu plus loin. Ouais. Bah ça, c'est le but, c'est du coup faire grandir aussi la partie contenu. En fait, j'aimerais bien, pareil, t'en as peut-être déjà parlé, et ça fait partie un peu de la révolution des médias, j'ai l'impression. On a eu le unbundling des journaux où en fait les journalistes partent solo sur Substack ou autre, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rebundling où en gros t'as des communautés de journalistes qui se mettent ensemble. Même sur Substack, ils ont fait ça effectivement. Ouais, il y avait every.to. En fait, ils ont tu t'abonnes à plusieurs newsletters et t'as quelques avantages. C'est ça, c'est des bundles de newsletters, et du coup t'as plein d'écrivains qui sont indépendants mais qui font partie de et qui reconstruisent cette communauté et qui reconstruisent une forme de journal, ouais, c'est ça, mais plus indépendant et avec une redistribution des revenus plus équitable, on va dire. Et j'aime bien ce modèle, et je me dis potentiellement demain, en fait. Faire venir d'autres contributeurs, des rédacteurs indépendants, voilà, qui feraient partie ou non de Snowball en tant qu'employés, tu vois, qui seraient peut-être juste des indépendants, mais avec une redistribution des revenus un peu plus équitable et plus transparente. Oui, donc après des experts, tu pourrais avoir des experts sur tel et tel sur les produit, exactement, ainsi de suite, et toi un peu orchestrer tout ça pour une c'est une forme cohérence. C'est ça, une forme un peu décentralisée de production de contenu. Donc c'est ça, un peu... ça c'est cool. T'as des idées déjà de médias avec qui tu pourrais te rapprocher là-dessus, ou de journalistes? Oui, il y en a quelques-uns, des médias, par exemple, t'as qui est avec le journal Capital, t'as Grégory de 21 millions. Donc pareil, c'est une newsletter payante qui est adossée à Capital, donc le magazine. Et qui fonctionne très bien, et du coup qui est spécialisé crypto. Donc pareil, tu vois, on pourrait faire des choses ensemble, qu'on pourrait bosser. Donc après, il y a énormément de si on va sur Twitter, il y a énormément de nouveaux petits créateurs de contenu qui sont très talentueux et qui sont un peu formés comme moi, tu vois, un peu sur le tas, et qui pourrait être intéressant à que nous on voit, je dis nous, je sais pas qui je représente quand je dis nous, mais qu'on voit pas forcément sur les médias classiques, exactement, c'est ça. Et donc pas en tout cas de rapprochement avec un média plus installé ou quoi que ce soit. Ça j'y pense aussi, par exemple, là je discutais avec les échos Start, pour potentiellement, tu vois, faire une tribune un peu régulière sur des sujets du coup très finance perso, quoi. Parce que du coup ils n'ont pas la spécialité en interne, ils n'ont pas forcément envie de lancer une newsletter dédiée, mais ils savent que ça intéresse le lecteur. À travailler avec quelqu'un déjà un peu installé qui a sa communauté. C'est ça, ouais. Et donc voilà, tu vois, c'est un peu du gagnant-gagnant, et donc ça c'est des enfin voilà, moi j'ai toujours aimé les partenariats, et je trouve que c'est toujours assez cool d'essayer de surfer sur les communautés des deux. Alors il y a toujours un déséquilibre, tu vois, là, les échos ils ont plus d'abonnés que moi, donc moi ça m'arrange, mais peut-être pas autant aussi affinitaire, voilà, aussi fidèle. Et du coup moi je peux leur apporter aussi un ton différent qui peut peut-être parler un peu plus. Donc enfin voilà, je pense qu'il y a toujours du gagnant-gagnant dans ces partenariats. Et dans les discussions par exemple là, avec les échos, ils comprennent bien ce que tu fais, la valeur de ta communauté, etc. Ouais, c'est Ouais, ils comprennent bien. En plus, c'était assez intéressant, parce que du coup, cette rencontre s'est fait avec du coup, c'était un abonné Snowball. Non. C'était, une personne qui travaillait au groupe, les Échos, le Parisien, parce que c'est le même groupe. C'est le même groupe, LVMH. Et c'est ça. Et du coup, qui creusait un peu ces nouveaux médias, ces nouvelles formes de partage de contenu. Et du coup, qui s'était abonné à Snowball, qui avait bien aimé le concept, et qui m'avait contacté. Et du coup, on avait fait un call avec des gens du Parisien, Investir,
les Échos, et du coup finalement de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec potentiellement avoir ce partenariat avec les Échos, quoi. Qui va se faire, qui va pas se faire ou... Bah, on va voir, mais c'est en discussion. C'est en mais en discussion, tout cas, sur le principe, c'est bien parti, parti, ça coule et c'est bien parti. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, ouais. Écoute, c'est top. On arrive au bout de cet épisode. Je voudrais juste voir, bon, t'as cité des newsletters. J'allais te demander des newsletters à suivre qui changent vraiment. T'en as cité quelques-unes. Est-ce qu'il y en a que t'as pas cité que tu voudrais un peu mettre en avant, qui changent vraiment de ce qui est proposé? Alors évidemment, il y a Snowball, hein, mais je crois qu'on en a déjà pas mal parlé dans cet épisode. Après, je relisterai toutes celles dont tu as parlé. Donc, si t'as pas une réponse là instantanément. Ouais. Bah, après, je pense qu'il y en a beaucoup aux US, mais enfin, c'est un gros. Ils ont un temps d'avance. Ils ont un temps d'avance. Et donc aux US, il y a ce collectif donc qui s'appelle Every.2. Ouais. Every comme chaque. Ouais. Et donc eux, ils sont vraiment top. Ensuite, t'as The Generalist, donc avec Mario Gabriel, c'est celui dont je te parlais, qui avait fait un NFT avec Mirror. Donc, il a une façon très, très intéressante de voir ce côté communauté plus contenu newsletter. Il y a... alors, il y en a beaucoup qui sont dans les finances, mais... ouais, forcément, t'as cité Morning Brew aussi. T'as Not Boring, qui est une newsletter gratuite, qui a vraiment décollé. Alors, elle est pas forcément dans les finances, mais elle est plus sur la partie tech, startup, qui est assez passionnante, et il est vraiment top. Donc voilà, Morning Brew, pareil, ils sont à suivre absolument. Et si je devais en citer une dernière... Bon, évidemment, il y a The Hustle. Bon, je vais essayer d'en trouver une qui est encore plus intéressante, parce que je pense que tu en as déjà parlé. Ou une française. Bon, après, on en a déjà pas mal, donc je vais pas t'embêter. Je bloque là. Ouais, non, mais je pense que déjà, si tout le monde s'inscrit à toutes les newsletters que tu as citées, ça leur fera déjà une sacrée lecture. Dernière question, là, vraiment plus sur le futur. Comment lutter contre la newsletter fatigue? Tu vois, on a parlé de tous ces newsletters, tout ce que tu as, etc. Alors, je dis newsletter fatigue, mais c'est aussi podcast fatigue. C'est, passer un peu l'effet de mode. Comment est-ce que tu penses qu'on peut lutter contre ça quand on est un média? Je pense que c'est la qualité du contenu, on va dire, mais je pense que le secret pour moi, c'est... Qu'est-ce qui fait que tu continues à lire telle ou telle newsletter? Je pense que c'est la relation que tu vas créer, la relation que tu vas créer avec le rédacteur. C'est pour ça que je pense que t'as moins de fatigue avec un individu qu'avec un média, un groupe, quoi. Tu vois, par exemple, une marque. T'es abonné à Bloomberg, t'es abonné à Zeko. Le côté incarné, donc. Ouais, voilà. Un ton incarné fait que t'as moins de... Exactement. Tu vois, par exemple, moi, il y a un journaliste que j'adore qui s'appelle Matt Levin, qui écrit des newsletters. Alors, les gens, ils disent que Snowball, c'est long, mais là, c'est quasiment des livres à chaque fois que tu reçois, et tous les jours, en plus. Et bon, je vais pas tous les lire tous les jours, mais j'ai jamais été fatigué parce que j'adore ce gars, quoi. Et du coup, tu deviens presque fan, en fait, et du coup, tu t'as pas cette fatigue. Mais c'est intéressant. Donc le ton incarné, etc., il fait que tu pardonnes même peut-être les défauts, là, par exemple, qui peut être la longueur ou quoi que ce soit, mais c'est pas le côté un peu neutre d'une marque. Exactement, ouais. Donc ça, pour moi, c'est le principal. Et après, je pense que t'as ce côté innovation aussi. Tu peux toujours lancer des nouvelles expériences, donc pour éviter... Ce que tu fais un peu chez Snowball. Je vais pas dire que non plus c'est toujours l'effet surprise. Mais tu lances régulièrement des choses qui sortent un petit peu de juste la routine, j'envoie un mail. Exactement, ouais, c'est ça. Et de toute façon, c'est vrai pour un média, c'est vrai pour une entreprise. Il faut stagner, ça aide rarement, sauf pour certaines boîtes où en fait c'est mieux de rester comme ça tout le temps, et parce que les gens ils cherchent un truc, je sais pas moi, quelqu'un qui va livrer de l'eau. Ouais, tu t'attends pas. Tu t'attends à avoir de l'eau qui va sortir bleue ou rose de ton robinet, quoi. Mais voilà, c'est innovation constante, et ça évite cette fatigue, et ça permet de garder les gens un peu captivés par ce que tu fais, sans tomber dans la manipulation évidemment, mais juste dans l'innovation. Ni dans le cirque à trop faire la surenchère de trucs où tu fais trop de choses et tu te perds aussi à un moment donné. Écoute, c'est très clair. Merci pour ce temps. Donc, je rappelle un Snowball, mais je mettrai les liens snowball.xyz. C'est ça, ouais. Merci beaucoup. Écoute, c'était un vrai plaisir. Merci pour tous ces partages et retours d'expérience. J'espère que cet épisode vous a plu.
Et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@cosavostra.com. À bientôt.